Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé et qui pourtant a été très important pour moi, a participé à ma construction on va dire. Et donc aujourd'hui je voulais vous raconter ça un petit peu, les impacts que ça a sur moi et ouais, ce qui va en découler. Du coup, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, je vais vous parler de mon accident. J'ai eu un très gros accident de ski alors que j'avais même pas 10 ans. Clairement, je suis passée pas très loin de pas vous faire cette vidéo aujourd'hui. Du coup, comme je vous disais, c'est quelque chose d'important pour moi puisque c'est arrivé quand j'avais 9 ans et demi, même pas 10 ans. Et donc forcément, c'est un moment où on se construit et ça a eu un réel impact. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est vieux, comme je vous l'ai dit, c'est traumatique, donc c'est flou dans ma tête. Enfin, certaines choses sont très claires et certaines choses sont totalement floues. Il y a des parties que j'avais totalement oubliées, il y a des choses que j'ai totalement oubliées et que c'est ma famille par exemple derrière quand on en discutait qui me disait parce que je pense que le cerveau est très bien fait et les choses difficiles, soit ça reste ancré en tant que traumatisme, soit elles sont bien enfouies et on ne s'en souvient pas forcément. En tout cas, on n'en est pas conscient. Également, avant de commencer, je vais mettre un petit trigger warning, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pour les hémétophobes. Et pour tout ce qui est, si vous avez peur de la mort, enfin les histoires de mort, etc., les choses comme ça, tout ce qui est hospitalisation, si c'est des choses qui vous trigger, juste regardez pas cette vidéo. Le vomi, l'hospitalisation, ces choses-là. Et c'est parti, je vais commencer à vous raconter ma petite histoire. Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui avait les moyens et qui surtout travaillait quasiment uniquement pour se payer des très bonnes vacances. Donc tous les ans, on avait la chance d'aller au ski. Depuis que j'étais toute petite, on allait au ski tous les ans. Donc j'ai toujours été habituée à aller au ski, j'ai toujours pris des cours, j'aimais ça et j'avais plutôt un bon niveau. Et on m'avait proposé de sauter un flocon. Et ouais. Et donc en mars 2008, donc j'avais 9 ans et demi disons, on part au ski comme tous les ans. On part en famille, on part avec mes parents, mon frère, mais on part également avec ma tante, mon oncle et mes cousines. Et on part dans une toute petite station qui était absolument trop mignonne, qui était super sympa, sauf qu'elle n'était pas du tout accessible en voiture. Et le seul moyen d'accéder à la station, alors je sais pas comment on appelle ça, mais c'était un espèce de tramway qui montait. Un funiculaire? Non, je ne crois pas. Bref, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, fallait prendre ce truc là. Évidemment, il n'y en avait pas 1000 par jour parce que sinon c'est pas drôle. Et fallait prendre ça pour monter. La voiture restait en bas et ouais, c'était comme un petit village super isolé. Je pense de mémoire que en gros, on avait des cours de ski le matin et que l'après-midi, on skiait avec ma famille. Le mardi, donc deuxième jour de ski, on reprend les petites sensations, les petites habitudes, etc. Il fait super beau, les conditions sont incroyables. Je skie derrière mon père, hop, on fait nos pistes. Et là, mon père, donc il y a la piste, et juste sur le côté, il y a un petit passage avec des bosses. Mon père prend les bosses, je le suis sur les bosses, je fais mon petit saut, je suis contente. Et tout se passe bien. Le lendemain, les conditions sont absolument affreuses pour skier, il y avait du brouillard, les pistes étaient gelées, enfin franchement pas de bonnes conditions. Donc on est prudent, on y va très tranquille et on se dit bon on fait ça, on rentre à la maison quoi. Comme la veille, je suis toujours derrière mon père, j'essaye de le suivre, mais en fait il y avait tellement de brouillard que franchement on n'y voyait pas grand chose quoi. Enfin vraiment c'était des conditions pas ouf du tout quoi. Donc on repasse au même endroit que la veille et je ne vois pas que mon père ne prend pas ses bosses, qu'il continue sur la piste classique. Sauf que moi la veille je suis passée là et on a pris les bosses. Donc hop, je prends les bosses, sauf que c'est tout gelé et je tombe. Jusqu'ici, rien de grave, de toute façon on tombe tous au ski. Clairement,
Donc rien d'alarmant, en plus c'est clairement pas une chute qui est impressionnante. Enfin en tout cas, j'ai pas l'impression. J'ai juste mes skis et mes bâtons qui volent dans tous les sens. Sauf que en fait je me relève pas tout de suite. Et je sens que j'ai un peu mal partout. Donc mon père revient jusqu'à moi, me demande comment ça va, etc. Je lui dis que j'ai très mal au dos. Et il me demande si je peux me lever et tout. Et on essaye de me lever ensemble. Et là, je perds connaissance. Donc évidemment, on me rallonge de toute façon, mon corps me lâche. Donc ils me rallongent, ils essayent de me garder éveillée au maximum. Et je crois que c'est ma mère qui part en sprintant avec des chaussures de ski, en courant pour remonter une piste jusqu'à, vous savez, les petites cabanes où il y a des gens soit qui gèrent les remontées mécaniques, les trucs comme ça, pour appeler du secours. Je n'ai aucune idée du temps qui s'écoule puisque je pense que je suis totalement soit absente, soit totalement shootée. Mais les secours en motoneige arrivent. Ils me demandent comment je vais. Je répète que j'ai très mal au dos. Et je pense qu'à ce moment-là, on craint tous la fracture vertébrale et la paralysie. Clairement, je pense que ouais, on s'attend un peu tous à ça. Enfin, pas on s'attend, mais c'est ce qu'on se dit. Oh là là, ça va être ça quoi. Donc ils m'auscultent un petit peu, ils prennent mes constantes et ils se rendent compte qu'il y a un problème. Ils pensent que je fais une hémorragie interne et donc que mon état est très urgent et expliquent donc qu'ils ne peuvent pas m'évacuer en motoneige. Ça mettrait trop de temps et ce serait trop risqué. Une hémorragie interne, il faut intervenir vite puisque en même pas 3 heures, moi là j'aurais pu mourir. Et en fait le temps qui me descende en motoneige et le temps qui m'amène à l'hôpital, etc., j'aurais pu ne pas être sauvée. Donc ils expliquent qu'ils appellent un hélicoptère. Donc ils appellent un hélicoptère, l'hélicoptère arrive avec un médecin à bord. Le médecin m'ausculte et confirme ce que les sauveteurs en motoneige avaient dit, c'est-à-dire que mon état est très urgent, qu'il faut aller vite et que ils vont m'embarquer en hélicoptère. Donc je sais plus si c'était avant que l'hélicoptère arrive ou quoi, mais en gros, entre temps, il m'avait mis également dans une coque, il m'avait mis une énorme minerve, il m'avait mis une énorme minerve et dans une coque, en fait c'est comme... c'est un peu comme les matelas gonflables de piscine qui resserrent vers vous et ça se rigidifie. Et donc vraiment j'ai été toute bloquée comme ça, je pouvais pas bouger puisque, je vous le rappelle, j'avais super mal au dos et que, ok, il y a eu le, disons, diagnostic d'hémorragie interne qui est tombé, mais on ne sait pas pourquoi j'ai si mal au dos et on craint toujours la fracture, mine de rien. Donc ils font super attention, ils me bloquent de tous les côtés pour me déplacer sans risque. Donc comme je vous l'avais dit, le médecin de l'hélicoptère confirme l'état critique dans lequel je suis et comme quoi il faut m'amener en urgence à l'hôpital, donc par hélicoptère. Ils me mettent dans l'hélicoptère et sachez que c'est absolument minuscule. Donc je vous le rappelle, moi je suis dans un espèce de matelas là tout serré, allongé, avec ma minerve. J'ai un médecin qui est accroupi au-dessus de moi. Vraiment c'est minuscule. Donc personne ne peut monter avec moi. Et même si c'était plus grand, je sais pas d'ailleurs si parfois on peut accompagner les blessés dans un hélicoptère ou pas. Mais en tout cas, je pars toute seule avec les secours. Ils expliquent à mes parents que personne ne peut monter avec moi. Donc imaginez un petit peu, j'ai même pas 10 ans, toute ma famille vient de me voir avoir cet accident. Ils viennent de voir les secours annoncer que mon pronostic vital est engagé. Et ils me voient partir toute seule dans un hélicoptère vers l'hôpital. Yes. Ça devait... L'ambiance, ça devait pas être ouf, hein, clairement. Et eux, du coup, ils doivent continuer leur petite descente à ski jusqu'à la station, quoi. Et pour rappel, cette station qui était très isolée, donc ça n'a pas facilité les choses derrière. Donc moi, dans mon hélico, je suis très mal installée, toute comprimée. Évidemment, j'ai peur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive.
Je rappelle que j'ai un médecin accroupi au-dessus de ma tronche. Et malgré tout, j'ai l'impression que ce trajet dure peut-être même pas 5 minutes. Et j'ai appris derrière que ça avait duré 25 minutes. Et en fait, c'est tout simplement puisque j'ai perdu connaissance. J'arrive à l'hôpital de Sallanches en urgence. Et ça, par contre, c'est quelque chose quand il y a l'hélicoptère qui se pose, qu'il y a tout le monde qui arrive, qui vous met sur un lit et tout. Et ça fait tout drôle, hein. Et ça, je m'en souviens. Et là, attention hémétophobe, je commence à me vomir dessus. Mais pour rappel, je suis allongée, donc je vomis sur mes cheveux, donc c'est super sympa, vraiment. J'ai juste l'image du coup de moi qui arrive à l'hôpital et qui me vomit dessus, et après j'ai pas trop de souvenirs, mais en gros ils ont dû me faire pas mal d'examens, j'imagine, et ils confirment effectivement que je fais une très grosse hémorragie interne. J'ai perdu beaucoup de sang, enfin j'ai du sang dans mon ventre qui se promène, mais en tout cas plus assez dans mon système sanguin, quoi, tout simplement. Et je me suis donc perforé la rate. Pour ceux qui ne connaissent pas, la rate, c'est un organe qui se trouve dans l'abdomen. C'est un organe qui est souple, c'est un peu comme une poche de sang en fait. Et effectivement, bah, ça sert à filtrer le sang et ça sert pour le système immunitaire notamment. Donc c'est pas un organe qui est vital en soi, mais par contre c'est un organe qui est tout de même important et ouais, qui est très fragile, qui se perfore malheureusement assez simplement. Et ouais, du coup je me suis perforé cet organe et donc bah, comme ça a un rôle de filtrer le sang, tu perds assez vite du sang. Donc moi, au lieu d'avoir le sang qui coule dans mon système sanguin, mon sang était au milieu de mon ventre, comme ça, de façon lambda, mais beaucoup trop. Du coup, je n'avais plus assez de sang dans mon système sanguin. Donc, après tous ces examens, etc., je suis admise en réanimation. Oui, ce service bien flippant, où ça fait bip bip dans tous les sens et où généralement, quand tu t'y retrouves, c'est que t'es pas en forme, quoi. Parce que du coup, la réanimation, c'est un service où on accueille des personnes en état critique qui ont besoin d'une surveillance très rapprochée. C'est aussi un service où du coup, les règles d'hygiène et les règles de visite sont très strictes parce que les personnes qui s'y trouvent sont fragiles. Et donc, plus tard, quand mes parents ont pu venir me voir, ils passaient par des sas de désinfection de malades, ils devaient s'équiper de malades. Je pense que mon oncle et ma tante n'avaient pas le droit de venir me voir, c'était uniquement mes parents. Je sais même pas si mon frère avait le droit. Je me souviens pas que mon frère était venu à l'hôpital, mais ça je sais plus. Mais en tout cas, mes parents... Mais en tout cas, c'était selon des horaires très précis, avec des protocoles hyper importants pour venir. Enfin, c'est pas un service où on te rend visite facilement. Ma chance dans cette histoire, c'est que je suis tombée sur un service absolument incroyable, sur des équipes absolument incroyables, sur un hôpital qui avait l'habitude de prendre en charge ce genre d'accident. Et heureusement, puisque franchement, si il m'était arrivé ça ailleurs, je sais pas si je serais là aujourd'hui parce que ouais, ils avaient l'habitude de gérer ça, ils savaient comment faire. Par contre, j'avoue qu'ils étaient tous super gaga parce que je pense qu'ils n'étaient pas habitués à s'occuper de ce genre de problème-là sur des enfants. Donc clairement, ils étaient absolument adorables avec moi. Ils étaient super gaga et ils m'avaient tous en pitié parce que je pense que je faisais vraiment pitié à ce moment-là. Mais j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Aussi, un petit point pour le bonus chambre vue Mont Blanc. Vous l'avez pas celle-là, hein. Donc écoutez, on trouve des réconforts où on peut. Et il est vrai qu'une fois que j'allais mieux, je pouvais apprécier ma chambre avec vraiment une énorme fenêtre sur le Mont Blanc. Donc bon, c'est sympa. Écoutez, c'est plus sympa que l'hôpital d'Argenteuil par exemple. Pour ce qui est de mon état, les médecins décident de ne pas m'opérer puisque du coup quand on se perfore la rate, on a différentes possibilités. Soit on vous opère et on vous retire la rate, puisque comme je vous le disais avant, c'est pas un organe qui est vital en soi, par contre c'est quand même un organe qui est important et qui peut vous prévenir de certains problèmes graves.
Et étant donné que j'étais très jeune, pour les médecins c'était pas une option envisageable de me retirer ma rate si tôt. Et sinon je crois aussi qu'ils font que parfois ils opèrent pour mettre comme un petit filet, un petit pansement autour de la rate pour l'aider à se résorber. Mais une nouvelle fois, c'est pas une option pour laquelle ils ont opté. Ils préfèrent que on voit si ma rate se résorbe toute seule. Donc on va faire des examens, on va surveiller. Et si ma rate se résorbe bien toute seule, bah, du coup on n'a pas besoin de m'opérer. Sauf que pour que la rate se résorbe, ça prend du temps. Ça demande d'être alité, d'être au repos total. Et ouais, ça demande de la patience, beaucoup de patience. En réa, les journées et les soirées étaient très très longues parce qu'il n'y avait pas de distraction en fait, tout simplement. La réa, comme je vous l'ai dit, c'est un service où vous êtes quand vous êtes dans des états critiques. Donc si vous voulez, c'est pas ici que vous allez avoir accès à des jeux ou à des distractions. Franchement, je me faisais... Ouais, c'était long quoi. Et ça, je m'en souviens pas du tout, mais apparemment, je pleurais très souvent au téléphone avec ma famille. Je réclamais mon frère, etc. Mais en même temps, une enfant de 10 ans, même pas, toute seule à l'hôpital, bah ouais, tu m'étonnes. Ah oui, je vous ai pas dit parce que je pouvais ni boire ni manger. Donc ça, pareil, mine de rien, ça t'occupe dans une journée. Et là, j'avais pas le droit de boire et j'avais pas le droit de manger. Enfin, boire, non, je crois pas non plus. Hein. Mais en tout cas, pas manger, c'est sûr. J'étais sous perf. Donc, voilà. J'avais mal aussi. Et c'est à ce moment de ma vie que j'ai découvert que j'étais intolérante à la morphine. Parce que du coup, pour m'aider avec la douleur, ils ont fini par me donner un petit peu de morphine. Non, non, vraiment, ça, mon corps rejetait toute source de morphine. Donc non, pas la morphine, non. Voilà, tout simplement. Donc reste avec ta souffrance, Emeline. Non, j'imagine que du coup, ils me donnaient d'autres choses. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je me souviens que la morphine, ça ne passait pas du tout. Aussi, du coup, à ce moment-là, j'étais totalement alitée. Je n'avais pas le droit et de toute façon pas la force de me lever. Donc je passais mes journées allongées. Voilà, c'est tout. Ah, quand je vous dis que les journées elles étaient longues, c'est pas des blagues. Hein. Petite anecdote sympa pour mettre un petit peu de piment dans notre séjour. En réa, du coup, il y avait des hublots dans la porte. Vous avez des petites fenêtres rondes. Et une nuit, j'entends des bip bip, mais fort, ça sonne dans la chambre d'à côté de moi. Et en fait, c'est tout simplement le monsieur de la chambre d'à côté qui n'allait pas totalement bien dans sa tête, on ne va pas se le cacher, qui a décidé d'arracher toutes ses perfs et de se pointer devant ma porte et de mettre sa tête dans ce hublot. Donc comment vous dire que j'ai absolument flippé. Heureusement, comme tout ce qui s'est arraché, ça bipait, il y a les soignants qui sont arrivés. Mais j'étais pas hyper sereine. Hein. J'avais des examens hyper fréquemment pour surveiller du coup que ma rate se résorbe. En tout cas que ça commence, puisque je vous l'ai dit, ça prend du temps. Il parlait souvent de me transférer à l'hôpital à Paris du coup pour rentrer chez moi, hein, parce que accessoirement on n'était pas chez nous. Mais du coup il disait que être transféré en ambulance c'était trop dangereux pour l'instant, donc c'était pas possible, puisque rien que les secousses d'être dans une voiture, ça pourrait me tuer. Et c'était trop long. Et sinon il parlait d'un éventuel transfert en avion. Bon, transfert que j'ai attendu tous les jours pendant toute mon hospitalisation et qui n'a pas eu lieu, mais en tout cas il parlait de ça. Mais en plus de cet accident, on avait eu la chance de se faire cambrioler juste avant de partir en vacances chez mes parents, donc on avait zéro carte d'identité, zéro papier, etc. Donc je pense que ça n'a pas facilité la chose. En tout cas, cet avion n'est absolument jamais venu et je suis restée plus d'1 mois à l'hôpital. Alors que dès la première semaine, on me parlait de me rapatrier à Paris. Bon, tant pis, hein.
Et bon, moi, drama queen que je suis, comme une hémorragie interne, ça ne me suffisait pas, j'ai fait une très grosse infection pulmonaire par-dessus. En gros, pour vulgariser à mort, j'ai eu du liquide dans les poumons, beaucoup trop. Et donc c'était une nouvelle fois très dangereux. Et oui, on peut une nouvelle fois mourir de cette situation. Mais bon, du coup j'étais hyper surveillée puisque j'étais toujours en réanimation quand ça m'est arrivé. Et donc ils m'ont posé un drain pour drainer tout ce liquide dans mes poumons. Un drain, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tuyau. Donc on me met, d'ailleurs j'ai la cicatrice encore évidemment, on m'a mis un tuyau ici qui rentrait. Et comme ça le liquide pouvait sortir. Il y avait une pompe et comme ça vidait tout ce que j'avais dans les poumons. L'expérience moins 1000 sur 10, c'était horrible, c'était super douloureux. Vous doutez bien que quand vous restez avec un tuyau à moitié dans votre ventre, si vous bougez, du coup ça force sur l'ouverture, enfin bref, c'est horrible, d'accord. Vraiment pas une bonne expérience. Je ne sais plus combien de temps j'ai gardé ce drain, je dirais 1 ou 2 jours ou 3, j'en sais rien. Bon, c'est pas très long, c'est assez efficace puisque c'est assez radical hein, comme méthode. Mais en tout cas, c'était absolument horrible et la douleur m'avait tellement trauma que plus tard, quand j'ai dû me faire juste retirer les points de mon ouverture de drain, j'étais en mode non, non, shootez-moi, vraiment, je n'en peux plus de la douleur, shootez-moi. Donc il m'avait shooté homéopa et ça c'était vraiment le bon trip de ma vie. Mais ouais, non, douleur du drain, c'était affreux, franchement. Et du coup, cette infection pulmonaire, elle m'a aussi vachement fragilisée, vachement fatiguée, puisque déjà que j'étais pas dans un bon état, en plus tu me mets une infection pulmonaire par-dessus, pas cool. Heureusement, chose qui ne se fait pas normalement, puisque comme je vous disais, les règles d'hygiène et de visite en réanimation sont très strictes. Ils ont fini par accepter que mon père reste dormir avec moi dans ma chambre en réa. Donc il dormait sur un petit lit de camp au bout de ma chambre. Et c'était trop cool d'avoir accepté ça puisque déjà moi ça m'occupait, ça me rassurait. Enfin, bon, je pense que j'étais vraiment dans un sale état et ça je m'en souviens pas. Et je sais pas pourquoi j'ai quelques souvenirs, mais genre j'ai un truc dont je me souviens, c'est qu'une fois, hop, ils sont arrivés avec une grosse télé et on a regardé 300 devant lequel je me suis totalement endormie. Puisque bon, quand t'as 9-10 ans, clairement 300 c'est pas trop un film qui t'intéresse hein. D'ailleurs c'est peut-être pas un film que tu devrais regarder à 9-10 ans. Mais voilà, information totalement lambda et sans utilité, mais je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Quand mon état a daigné s'améliorer, j'ai pu être transférée en pédiatrie. Je crois que je suis restée une bonne semaine, 10 jours en réanimation. Et ensuite j'ai pu être transférée en pédiatrie. J'ai eu le droit de remanger et je me souviens, ça il me semble que j'étais encore en réa quand ils m'ont annoncé que j'avais le droit de remanger. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, je vais tout détruire, donnez-moi de la graille. Et ils étaient en mode, non, tu vas commencer par une compote. Et là j'étais en mode, En fait ils m'amènent la compote, littéralement j'ai mangé genre 3 cuillères et j'étais en mode, oh mon dieu je ne peux plus, je suis pleine. J'étais dégoûtée, franchement. Je mange pas pendant une semaine. On me donne une compote et je mange même pas la moitié. Mais de toute façon c'est normal, c'est pour ça qu'ils m'ont donné une compote. Mais c'est vrai que t'es là, tu t'imagines vraiment tout détruire, en fait absolument pas. Du coup j'étais super contente d'être transférée d'un service à l'autre, puisque déjà si tu sors de réa, c'est que ton état est beaucoup plus stable et ça c'est bien. Et également en pédiatrie, il y a plein de distractions, chose qui n'existait absolument pas en réa comme je vous le disais. En pédiatrie, il y a carrément des salles avec des jeux, tu peux voir d'autres patients, il y a des activités manuelles, il y a des animatrices, enfin bref. C'est incroyable la pédiatrie. Alors qu'avant, j'étais dans un service où il y avait des hommes un petit peu cinglés qui se débranchaient et venaient regarder par ma fenêtre. Bon, changement d'ambiance quand même. En pédiatrie aussi, j'ai eu le droit de me remettre debout. Et je peux vous dire que quand on se remet debout, après plusieurs jours d'alitement, après plusieurs jours sous perfusion,
et après un choc comme ça, ça fait tout drôle puisque déjà t'as perdu énormément de poids, t'as perdu énormément de muscles, tu n'as pas de force. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Donc j'étais super faible. La première fois que je me suis mise debout, il y avait du monde autour, hein, clairement, qui est venu pour m'accompagner parce que c'était compliqué. Et à savoir que oui, j'ai eu l'autorisation de me remettre debout, mais malgré tout, je devais quand même limiter les transferts, je devais limiter mes mouvements. Donc je crois que j'étais déplacée en fauteuil roulant, mais je suis pas sûre. Je devais quand même rester le plus statique, disons, possible pour une nouvelle fois, aider ma rate à se résorber. C'était pas la fête, j'avais pas le droit d'aller courir dans les couloirs, clairement pas. Je devais rester plus que tranquille pour faire en sorte que ma rate se résorbe. Et quand je suis passée en pédiatrie, du coup, c'est ma mère qui a pris le relais. Mon père est rentré à Paris avec mon frère puisque c'était la fin des vacances scolaires et il fallait que mon frère retourne à l'école. Et ma mère est restée avec moi du coup en pédiatrie, donc c'était à elle de dormir sur son super lit de camp. Elle était réveillée très tôt le matin pour plier son lit, elle était ravie. Aussi du coup, comme j'ai pu arrêter d'être allongée toute la journée, j'ai pu par exemple, j'imagine, reprendre une douche. Chose qui, quand t'es alité, tu peux pas prendre de douche. On te fait la toilette comme ça. Et j'ai pu me démêler les cheveux. Sauf que rappelez-vous, le jour où moi je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vomi dans mes cheveux. Ouais, le vomi. Bon, ils avaient nettoyé un petit peu comme ils pouvaient, mais c'était affreux. D'accord, c'était vraiment affreux. Imaginez juste l'état de mes cheveux après 1 semaine et demie ou 2 semaines d'alitement avec du vomi séché. Non, c'était horrible parce qu'en plus moi j'ai toujours eu les cheveux épais et j'ai toujours été très sensible du cuir chevelu. Vraiment, j'ai des souvenirs de quand j'étais petite en train de chouiner parce qu'on essayait de me démêler les cheveux. Donc là, je ne vous raconte même pas, c'était absolument horrible. Je pense que ça a duré des heures et je me souviens qu'il y avait, je sais plus si c'était une femme de ménage ou une aide-soignante qui était venue en secours à ma mère puisque ma mère n'en pouvait plus à essayer de me démêler les cheveux. Donc il y avait du personnel de l'hôpital qui était venu nous aider parce que c'était horrible. D'accord, vraiment. Du coup, comme je vous disais, en pédiatrie, j'avais accès à une salle avec des jeux et des activités manuelles. Donc moi, j'étais trop contente parce qu'en plus, j'adorais les activités manuelles. Et je me suis fait des copines. Il y avait du coup d'autres passantes en pédiatrie, je m'étais fait des copines. Des copines suicidaires. Donc moi, à 9 ans et demi, je me fais des copines suicidaires de 15 ans. Je ne comprends pas pourquoi elles font ça. Donc ouais, bon, pourquoi pas, elles étaient très gentilles, on faisait des petites coccinelles en perles ensemble, voilà. Bon, en tout cas, bien que j'y sois restée beaucoup plus longtemps, mon séjour en pédiatrie a été clairement plus agréable que la RIA. Je souffrais moins, j'avais plus de liberté, j'avais plus de distractions, j'avais plus de visites aussi, puisque du coup j'avais le droit de la visite. Il y a même un clown qui était venu, c'est incroyable. Donc ouais, non, c'était quand même plus agréable, clairement, mon séjour en pédiatrie. Même si j'avais encore des examens très fréquemment, on me réveillait souvent le matin pour venir me faire une petite prise de sang. Et évidemment, à force de me piquer quasiment quotidiennement, ils galéraient à me piquer, donc ils me torturaient. Et bon, à la fin, ils me piquaient sur les mains, j'étais en mode, allez-y, prenez mes mains, c'est plus simple. Le temps était évidemment très long pour ma mère qui était du coup un petit peu enfermée dans cet hôpital pendant 3 semaines. Au bout d'un moment, les infirmières lui ont dit mais sortez, allez faire un tour, allez faire les magasins, puisque du coup aussi ma mère n'avait pas d'affaires, puisque de base elle venait juste pour 1 semaine de ski, hein, pas pour 1 mois d'hôpital. Donc voilà, mais c'était aussi très long pour elle, vous imaginez bien. Et je crois qu'au bout de 3 semaines en pédiatrie, on m'annonce que je peux rentrer à la maison. Donc on allait être rapatrié en ambulance. Donc moi allongée sur un brancard, sur un lit, et ma mère à l'avant de l'ambulance. Donc j'ai été trop contente de rentrer chez moi. Mais par contre, arriver à la maison, en fait, c'était toujours les mêmes consignes. Je devais rester alitée le plus possible, limiter les transferts le plus possible, ne surtout pas me prendre un coup dans le ventre puisque ça pouvait m'être fatal. Et continuer de faire des examens pour surveiller l'avancée de ma rate, puisque même au bout d'1 mois d'hospitalisation, ma rate n'était toujours pas totalement résorbée.
Je restais à la maison, j'avais interdiction de sortir de chez moi, j'avais interdiction de prendre la voiture, d'aller à l'école, évidemment, j'avais pas le droit. Enfin bref, je restais cloîtrée chez moi. J'habitais en maison et donc moi ma chambre était à l'étage et dites-vous j'avais le droit de descendre qu'une seule fois par jour. Donc je devais m'organiser. Je descendais en fin de matinée, puis je remontais le soir. J'avais pas le droit de monter ou descendre les escaliers entre temps dans la journée puisque je pense que ça faisait peut-être trop de mouvements d'un coup pour la rate. En tout cas, il fallait vraiment limiter les mouvements, c'était ça l'idée. Bref, le temps était encore bien long. J'avais école à la maison du coup, mais l'école à la maison c'était, je sais plus si c'était 2 matinées par semaine ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au temps que vous avez normalement à l'école. Et je crois qu'après environ un mois et demi à la maison, j'ai eu le droit de ressortir. Pourquoi j'avais pas le droit de ressortir? Parce que comme je vous l'ai dit, ma rate a été pas totalement résorbée et le moindre choc, le moindre coup dans le ventre, ça aurait pu m'être fatal. Et ça encore pendant quelques temps derrière, je devais surtout pas me prendre un coup dans le ventre puisque sinon ça aurait pu être une nouvelle fois terrible pour moi puisque ma rate était par derrière, elle était encore très fragile. Donc voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé lors de cet accident pour que j'ai une hémorragie interne? Les perforations de rate, je vous l'ai dit, c'est, on va pas dire hyper fréquent, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Surtout, par exemple en VTT, quand on tombe et qu'on se prend le guidon dans le ventre, ou bien en ski, ça arrive souvent quand il y a une collision entre 2 personnes ou une collision avec une personne et un arbre, c'est fréquent. Mais par contre, toute seule, à l'hôpital, ils me croyaient pas et ils ne croyaient pas ma famille quand on racontait que je m'étais fait ça toute seule. Donc voilà, j'ai dû faire un exploit. Félicitations. Pour ce qui est de ma chute, alors moi évidemment je me souviens pas du tout de comment je suis tombée et dans ma famille, du coup parce qu'il y avait toute ma famille qui skie en même temps, je pense qu'ils ont tous une version différente de ma chute, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé sur le moment. On ne sait pas comment je suis tombée ni rien, mais en tout cas, il s'est passé ce qui s'est passé et ça a fait que du coup, j'ai dû être hospitalisée et j'ai eu ce que j'ai eu. Bref. Et donc, même si je peux reprendre ma vie, maintenant j'ai le droit de sortir, etc. Donc, je crois que j'ai le droit de ressortir fin mai ou début juin, en sachant que du coup, mon accident était arrivé le 5 mars, je crois, 2008. Donc ouais, il s'est passé quelques temps où j'ai été enfermée, où j'ai été isolée, où je n'ai pas eu le droit de sortir de chez moi. Et là, donc fin mai, début juin, même si... peut-être même fin juin, je sais plus. En tout cas, je me souviens que j'étais vraiment arrivée vers la fin de l'année scolaire. Je me souviens plus, mais en tout cas, voilà. Fin d'année scolaire. Et je peux reprendre ma vie, mais en fait, j'ai énormément d'interdits. Par exemple, à mon retour à l'école, je ne sors pas pour la récréation, je reste dans une salle de classe et heureusement ils autorisent mes copines à rester avec moi, mais par exemple, voilà, je n'ai pas le droit d'aller jouer dans la cour de récréation. Je ne vis clairement pas comme une enfant de 10 ans en fait, on me répète constamment que je dois faire attention. Il y a plein de choses que j'ai pas le droit de faire puisque c'est trop dangereux pour moi. Et je commence moi aussi à voir le danger partout puisque je suis consciente, je suis quand même mature et je suis consciente de ce qui m'est arrivé et de ce qui peut m'arriver de nouveau si jamais je me prends un choc. Donc le temps passe, ma rate finit par se rétablir et malgré tout moi je reste super prudente. Pendant environ 1 an il fallait être encore très vigilant. Maintenant on va parler des séquelles. Bon, vous vous souvenez du coup, quand j'ai eu mon accident, j'avais une très grosse douleur au niveau du dos. Heureusement, il n'y avait rien de très grave, je n'ai pas eu de fracture comme on l'imaginait, etc. J'ai rien eu de très grave. Mais les douleurs du dos ont quand même persisté. Et en fait, j'ai eu un tel choc que ça a totalement comprimé mes disques vertébraux. Mes disques vertébraux étaient totalement écrasés. Clairement, ma radio ressemblait à une radio de personnes de 80 ans alors que j'en avais 10. Pour ceux qui ne savent pas, les disques vertébraux, c'est un peu comme des coussins qu'il y a entre les vertèbres.
et c'est normal qu'il y ait une dégénérescence des disques à l'âge, sauf que quand on a 10 ans, on est censé avoir des disques d'enfant donc qui sont relativement épais et au fur et à mesure qu'on vieillit, ils peuvent se déshydrater. Bon, du coup, moi, vous l'aurez compris, j'avais déjà des disques de vieille dame. Pendant plusieurs années, j'ai eu de très très grosses douleurs au dos, enfin j'ai eu des phases, mais en tout cas j'ai eu des grosses douleurs lombaires. Par exemple, je sais que ça m'est arrivé d'aller au collège avec une ceinture lombaire. Quand je faisais des trajets en voiture, il fallait que je mette ma ceinture lombaire puisque j'avais très très mal. Et ouais, peut-être à 12 ans environ, je me suis entendue dire par mon médecin que de toute façon j'aurais mal toute ma vie, qu'il n'y a rien à faire et que la seule chose à faire c'était de prendre des anti-inflammatoires. Sauf chose que ma mère a évidemment refusé et heureusement puisque elle avait déjà pris des anti-inflammatoires et elle savait ce que ça faisait sur la santé. Donc comment vous dire que s'entendre dire ça à 12 ans c'est un peu dépitant. On lui demande, on lui dit mais est-ce que voir un ostéopathe ça pourrait m'aider? Il dit bon non ça vous aidera pas mais allez-y si vous voulez. Et heureusement ma mère m'a amené voir cet ostéopathe qui m'a littéralement sauvé la vie. Enfin franchement il m'a changé la vie. Clairement en fait j'étais totalement en vrac des suites de mon accident et sûrement de mon alitement. Vraiment j'étais totalement de travers. Pour vous dire j'ai même dû faire des séances d'orthoptiste pour rétablir mes yeux. Donc l'orthoptiste, je sais pas comment dire, c'est un peu le kiné des yeux et en gros en fait j'avais tout mon corps qui était totalement de travers, donc que ce soit mon bassin, mes genoux, mon dos, mes épaules etc. J'étais toute tordue et du coup mes yeux s'étaient adaptés pour rétablir un petit peu ce déséquilibre. Donc j'ai dû faire des séances d'orthopsie pour retravailler mes yeux. J'ai dû aller voir plusieurs fois mon ostéo puisque vous doutez bien que quand on a tout son corps totalement de traviole, c'est pas une fois qu'on se remet sur pied. Mais en tout cas, il m'a clairement changé la vie. Derrière, j'avais beaucoup moins de douleurs au niveau du dos. Et depuis que j'ai commencé la muscu, j'ai quasiment plus de douleurs. Bon, ça m'arrive de temps en temps, mais franchement, ça n'a rien à voir. Maintenant, on va parler des séquelles psychologiques. Puisque du coup, j'ai été confrontée à la mort très jeune. Je pense que c'est pas tous les enfants qui risquent de mourir aussi jeunes. Évidemment, ça arrive. Il y en a qui sont confrontés à des choses pires. Mais il y en a aussi qui peuvent vivre leur enfance d'une façon sereine et sans ce type d'accident. Donc forcément ça marque ce genre d'accident. Ça m'a fait énormément mûrir je pense. Et derrière de toute façon on me disait souvent que je faisais plus que mon âge et je pense que c'est cet accident qui m'a vraiment fait mûrir avant l'âge puisque t'as pas le choix. Mais du coup ça m'a retiré aussi énormément de mon innocence d'enfant. Comme je vous l'ai dit, je voyais le danger absolument partout. J'étais énormément protégée aussi derrière par mes parents, par ma famille, etc. Parce que j'étais fragile tout simplement, mais ouais j'étais un peu... j'ai été protégée puisque j'en avais besoin. Et en même temps, on imagine bien que pour mes parents ça devait pas être facile non plus. Ça peut paraître débile, mais par exemple l'été de mon accident, je n'avais pas le droit de sauter dans une piscine puisque si je faisais un plat, ça pouvait me tuer. Enfin, vous voyez, c'est des choses débiles mais auxquelles quand t'es enfant, t'es pas censé réfléchir. Genre tu dois juste courir et sauter dans une piscine et voilà. Et bah non, moi je devais descendre gentiment par l'échelle puisque si je sautais et que je faisais un plat, je pouvais mourir. Si je montais sur un vélo et que j'avais un accident de vélo, je pouvais mourir. Donc je ne faisais pas de vélo. Enfin... c'est des choses toutes bêtes, mais du coup qui font que ton enfance elle est vraiment différente puisque tu réfléchis à tout, tu as plein d'interdits et aussi tu trouves ça un petit peu injuste parce que tu as déjà ramassé pendant ton temps où tu étais à l'hôpital ou tu étais alité chez toi et une fois que tu es libre, en fait non, tu n'es toujours pas si libre que ça. Donc très tôt j'ai eu très conscience du danger, j'ai eu conscience que ça pouvait être absolument partout. Et derrière ça, j'ai fait des études de kiné et notamment j'ai fait un stage en neuro dans un très bon centre de neuro et je vois des gens arriver dans des états absolument horribles suite à des accidents absolument débiles. Les accidents sont souvent débiles, mais voilà, je vois des gens pour qui... je vois des gens qui ont la vie clairement gâchée par des accidents de trottinette, des accidents de voiture, des noyades, des choses bêtes. Et certaines personnes ne récupéreront jamais, certaines personnes sont vraiment enfermées dans des corps. Et juste après, moi je vais aux fêtes de Bayonne avec toutes ces images en tête.
et je vois des gens totalement bourrés grimper à des lampadaires et je me dis mais ça va pas la tête, ils sont totalement fous. Donc comment vous dire que c'était horrible pour moi parce que vraiment je voyais le danger partout et j'imaginais le pire constamment. Parce que je me disais, oh là s'il tombe, il peut se faire un trauma crânien de malade, il peut se... Enfin bref, voilà, j'imaginais vraiment toujours le pire. Et ouais, en fait, ces expériences ont fait de moi quelqu'un d'hyper peureuse, quelqu'un d'hyper prudente, quelqu'un de beaucoup trop conscient du danger, je pense. Alors, il y a des choses qui me font pas du tout peur, type partir toute seule, vivre dans un autre pays à même pas 18 ans, ça me fait pas peur. Mais par contre, j'ai très peur du danger physique. J'ai très peur de tomber, j'ai très peur de me faire mal, j'ai très peur d'avoir un accident de voiture parce qu'en plus j'ai eu un accident de voiture pendant ma vie qui fait que ça aussi c'est un truc qui m'a une nouvelle fois refroidi. Et quand on apprenait à me connaître, on se rendait compte que j'avais peur de tout. Et c'est des remarques qu'on m'a déjà fait parce que par exemple on discute du feu et je dis ah non je peux pas, j'ai peur du feu. On discute de la mer et je dis ah non je peux pas, j'ai peur de la mer. Ah non je peux pas, j'ai peur du noir. Ah non je peux pas, j'ai peur de la voiture. Et en fait j'avais peur de plein de choses. C'était pas des grosses peurs, genre c'était pas des phobies non plus, mais tout me faisait plus ou moins peur. Évidemment j'avais peur du ski hein, aussi. Parce que bon, quand même. Mais en tout cas, en fait, j'avais juste constamment peur de me blesser. Truc bête, mais par exemple, je vais en rando, je vais être vigilante plus parce que j'ai peur de tomber et de me faire mal. Alors que, bah, logiquement, bon, tu sais à peu près marcher sans tomber, Emeline. Bon, après, il faut dire que je suis quand même très maladroite et que j'ai réussi à me péter le coccyx dans les escaliers de la maison dans lesquels je vis depuis 17 ans. Donc effectivement, peut-être que je ne suis pas si peureuse pour rien. Parce que en fait je suis juste un énorme boulet qui se fait constamment mal. Mais ouais, en fait parfois j'ai l'impression que je m'auto-traite un petit peu comme une petite chose fragile, ce qui n'est plus le cas puisque je suis une femme aujourd'hui de 25 ans qui est capable de plein de choses, qui est sportive, qui est forte, qui est courageuse. Bon, faudrait en tout cas. Et en fait j'ai envie de dépasser toutes ces limites que je me suis mise toute seule. Et donc j'ai envie de lancer une série de vidéos dans laquelle je dépasse mes peurs tout simplement, où je sors de ma zone de confort et j'espère que ça vous donnera envie de faire la même chose. C'est juste ouais, envie d'évoluer, envie de passer au-dessus de certaines choses et envie de me dépasser tout simplement. Et j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer, j'en sais rien. Bref, en tout cas je pense que j'ai clairement assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo est beaucoup plus personnelle qu'habituellement, mais j'avais envie de vous raconter ça pour que vous compreniez ensuite derrière pourquoi je fais des vidéos où je dépasse des peurs qui peuvent sembler toutes bêtes peut-être, mais en tout cas qui sont présentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop parlé, même si je crois qu'elle va être très longue. En tout cas, merci si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Également, vous pouvez me rejoindre sur Instagram juste ici, @EmineLPCoaching. Et puis moi, je vous dis à mercredi.